Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20 h sur ITV. C'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, l'ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, a été placé sous surveillance électronique avec assignation à résidence à Dakar. Il est poursuivi pour tentative de corruption et détournement de deniers publics. Retenez bien ce chiffre, au moins 35 milliards de francs CFA d'avoirs criminels ont été recouvrés entre 2022 et 2025. La révélation a été faite ce matin par le directeur général de l'ONRAC, Office national de recouvrement des avoirs criminels. Le magistrat Mor Ndiaye précise que les avoirs criminels concernent les avoirs saisis, confisqués dans le cadre d'une procédure pénale. Et puis à Malika, plusieurs commerçants installés depuis des années sur la plage ont vu leurs installations détruites par les autorités locales. Les investissements sont estimés entre 7 et 10 millions de francs CFA. La mairie se défend et parle d'un projet de modernisation du littoral, mais les sinistrés dénoncent un manque de dialogue et exigent des sites de relogement. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. Je vous le disais il y a un instant, l'ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, a été placé sous surveillance électronique avec assignation à résidence à Dakar. Il est poursuivi pour tentative de corruption et détournement de deniers publics. C'est suite à son audition ce mardi par la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je vous le disais dans les titres, retenez bien ce chiffre, au moins 35 milliards de francs CFA d'avoirs criminels ont été recouvrés entre 2022 et 2025. La révélation a été faite ce matin par le directeur général de l'ONRAC, Office national de recouvrement des avoirs criminels. Le magistrat Mor Ndiaye précise que les avoirs criminels concernent les avoirs saisis, confisqués dans le cadre d'une procédure pénale. Il a fait cette déclaration lors d'un atelier national de sensibilisation et de plaidoyer des organisations de la société civile sur le recouvrement et la gestion des avoirs au Sénégal. Mor Ndiaye, directeur général de l'ONRAC, est ici au micro de Satou Diba et Moussa Dia. Il faut prendre des mesures conservatoires pour permettre l'exécution plus tard de la décision de confiscation une fois prononcée. Donc ça veut dire que, pour répondre à votre question, le Sénégal justement s'inscrit dans cette dynamique de lutte contre la criminalité financière en insistant surtout sur le recouvrement des avoirs. Moins d'un an déjà de fonctionnement, l'ONRAC avait déjà 1 milliard de biens d'avoirs recouvrés de francs CFA, je précise. Nous sommes en 2025. Les avoirs qui ont été recouvrés peuvent être estimés à peu près à plus de 35 milliards. Donc, vous dire simplement que le travail inestimable qui a été fait jusque-là. Je ne parlerai pas de biens mal acquis, mais je parlais d'avoirs criminels. En vérité, c'est tous les avoirs qui sont saisis, qui sont confisqués dans le cadre d'une procédure pénale. La criminalité ici ne renvoie pas à l'infraction criminelle. La CENTIF aussi a une possibilité de faire des demandes d'information sur l'international à travers surtout les CENTIF, ce qu'on appelle les CRF, le Centre de renseignement financier, à travers le groupe Egmont, pour vérifier sur le plan international, est-ce que, par exemple, XYZ a un compte, par exemple, dans un pays étranger et quel est le solde du compte, peut-être partager ces informations pour voir s'il y a une possibilité plus tard de procéder à des saisies et un recouvrement des avoirs. Donc, il y a une panoplie de dispositifs qui est mise en place, cette panoplie de dispositifs, et qui permettent justement à nos acteurs qui sont impliqués de procéder au recouvrement des avoirs sur le plan international. Je dis très souvent qu'il est plus facile d'aller toucher et d'avoir les informations sur le plan international parce que dans la plupart de ces pays, surtout les pays qui sont plus développés, il y a tout un dispositif de traçage qui permet donc de dire que voilà, telle personne a utilisé tel argent en compte bancaire, en bien immobilier. Il y a des bases de données qui permettent justement d'avoir ces informations.
À Kaolack, les populations de Guinguinéo étaient dans la rue. Elles exigent des infrastructures sportives, routières et hydrauliques. Le collectif pour la défense des intérêts de Guinguinéo alerte, n'est-ce pas, Sékou Diallo? Le département de Guinguinéo souffre depuis sa création. Les populations sont sorties massivement pour dénoncer cette situation. Les services départementaux existants opèrent dans des locaux en location, dépourvus d'équipements adéquats, et aucune infrastructure publique digne de ce nom n'a été construite depuis la création du département. Presque aucune infrastructure à Guinguinéo. À ce jour, Guinguinéo ne dispose ni de trésor, ni de tribunal départemental, ni de commissariat de police. Le stade, dont la pose de la première pierre remonte à 2005, reste inapproprié en raison de l'inachèvement des travaux. Selon ces populations, Guinguinéo a été depuis très longtemps oublié par les autorités. La cartographie des interventions étatiques dans les collectivités territoriales révèle une disparité flagrante au détriment du département de Guinguinéo, qui semble exclu des grands projets et programmes gouvernementaux dont nous n'avons connaissance qu'à travers les médias. Beaucoup plus d'infrastructures à Guinguinéo est le souhait du collectif pour la défense des intérêts de ce département. Nous demandons la mise en place immédiate d'infrastructures essentielles, trésor public, tribunal départemental, commissariat de police et tout autre service indispensable au fonctionnement d'un département. Récemment, une femme du nom de Koumbadali Diallo avait perdu la vie au niveau de la gare. Ces populations demandent à ce que justice soit faite. À l'instant, Sékou Diallo et Astou Mbaye, 27 communautés de la commune de Vélingara tournent le dos à l'excision et au mariage des enfants, et avec un taux estimé à 66,7%, la région de Matam est sur la barre rouge. Plus de détails avec notre correspondant permanent à Matam, Amadou Omar Diallo. C'est une page qui tourne pour les populations de la commune de Vélingara-Ferlo. 27 localités ont pris l'engagement d'abandonner les pratiques de l'excision et des mariages des enfants. En présence des autorités territoriales, religieuses et des partenaires, les communautés ont lu la déclaration témoignant l'abandon définitif de ces pratiques dans cette partie sud du Ferlo. En effet, nous prenons en toute connaissance de cause l'engagement de tourner définitivement le dos aux pratiques de l'excision et des mariages d'enfants. Cette décision est le fruit d'un long processus enclavé par le programme d'éducation de base de Tostan, soutenu par des apprentissages et des sensibilisations de très grands. Après avoir félicité l'ONG Tostan, l'autorité préfectorale de Vélingara-Ferlo est revenue sur le long processus de ce combat. Aujourd'hui, avec les discussions, les arguments ont été avancés et même les religieux sont même engagés dans le processus. Et ça a été très difficile. Et je salue donc le courage des agents de Tostan pour avoir été sur le terrain et discuter donc avec les populations pour les convaincre à abandonner la pratique de l'excision. Ça a été une étape très difficile, mais aujourd'hui, je pense que l'objectif a été atteint par la déclaration et il y a le suivi aussi. Le système des Nations Unies, à travers la mission conjointe UNICEF et UNIPA, a salué l'initiative prise par les 27 communautés et invite les autorités à lutter contre la hausse du taux de l'excision dans la région de Matam. Il reste quand même un taux alarmant de prévalence de mutilation génitale féminine dans la région de Matam, soit plus de 66,7%. Il s'agit du taux le plus élevé au pays. Il est donc impératif d'accélérer significativement nos efforts pour l'abandon total de l'excision. Donc, au nom du programme conjoint UNFPA-UNICEF, je lance un appel solennel pour d'abord une implication plus accrue des leaders religieux dans la sensibilisation et la promotion de l'abandon de l'excision et des mariages d'enfants à travers leurs prêtres. Au-delà des 27 communautés, 15 autres qui avaient déclaré l'année dernière sont venus réaffirmer leur engagement. En présence de l'ONG Tostan et des partenaires, les communautés déclarantes ont remis des mains de l'autorité préfectorale un document confirmant l'abandon des pratiques de l'excision et des mariages des enfants dans cette partie du Ferlo. Monsieur le préfet, au nom de
signer les documents d'engagement d'abandon de l'excision et des pratiques néfastes. À Malika, plusieurs commerçants installés depuis des années sur la plage ont vu leurs installations détruites par les autorités locales. Les investissements sont estimés entre 7 et 10 millions de francs CFA. Les commerçants sont dans le désarroi total. La mairie se défend et parle d'un projet de modernisation du littoral. Reportage Mamoudou Lamine Fati et Sherma Genbey. Commerçants déguerpis dans la commune de Malika, installés depuis plusieurs années sur la plage, affirment avoir tout perdu. Parmi eux, Baïfal, Ndeifatou et Ndakmbay, tous durement touchés par l'intervention des autorités locales qui souhaitent entreprendre des travaux d'aménagement et de modernisation des infrastructures situées aux abords du littoral. C'est la troisième fois qu'ils nous déplacent. Mais cette fois-ci, c'en est trop. Ils m'ont même terrassé. J'ai tout perdu, même mes papiers. Et tout cela sans le moindre avertissement. Tel jour, telle année, telle heure, moi, je n'ai rien pu sortir. J'étais à l'hôpital pour soigner mon enfant. Ils ont tout pris, même mes ustensiles de cuisine. Tout a été détruit. On m'a réveillé pour m'annoncer qu'ils avaient tout détruit. Je n'ai rien pu sauver. Même mon fourneau a été emporté. Les investissements colossaux réalisés par ces commerçants, estimés pour certains entre 7 et 10 millions de francs CFA, sont partis en fumée à la suite des opérations de démolition. Ils ont tout détruit, même ma tirelire dans laquelle je gardais de l'argent depuis 7 ans. Elle a disparu, comme tout le reste. Ce qu'ils ont démoli m'a coûté au total 13,750 millions de francs CFA. J'ai tout perdu. Plus de 7 millions de francs CFA envolés, sans aucune sommation préalable. Les autorités locales affirment avoir pris des mesures préalables. Selon Baïcher Mbodj, responsable des travaux à la mairie de Malika, des sommations auraient été adressées aux occupants avant toute action de déguerpissement. Toutefois, ces derniers n'auraient pas donné suite aux injonctions municipales, espérant sans doute une alternative d'expulsion. C'est cette anarchie qui nous a poussés à venir ici dès le mercredi passé pour démarrer les travaux avant de les installer, mais de manière propre et organisée, afin d'éviter toute confusion ou débordement. Le dialogue semble désormais rompu entre les commerçants et la municipalité. D'un côté, la mairie défend un projet de modernisation de la plage et affirme vouloir mettre en valeur le littoral pour dynamiser le développement local. De l'autre, les commerçants dénoncent un manque d'écoute et de solutions de relogement après avoir investi pendant des années dans cet espace devenu leur principale source de revenus. Parlons à présent de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales. La déléguée générale de la DER/FJ s'est réjouie de la qualité du travail des bénéficiaires qui participent actuellement à la FIARA. Aïssatou Mbodj est revenue sur les instructions du gouvernement consistant à accompagner les jeunes et les femmes. Elle a insisté par ailleurs sur la formalisation, la formation et le financement. Hadija Nadjouf et Barasso. C'est par une visite des stands que la déléguée générale de la DER/FJ a entamé sa participation à la FIARA ce lundi. Une immersion au cœur des savoir-faire locaux où les produits exposés témoignent du dynamisme des entrepreneurs sénégalais. Aïssatou Mbodj a mis l'accent sur 3 leviers essentiels: la formation, la formalisation des activités et l'accès au financement. Des axes sur lesquels la DER/FJ reste pleinement mobilisée. J'ai eu beaucoup de plaisir à visiter cet après-midi le stand de la DER au niveau de la FIARA, mais surtout de rencontrer et d'échanger avec les bénéficiaires de la DER/FJ. Là, je pense que la responsable est là, sa demande est enregistrée et que la DER est ouverte pour assurer effectivement ces 3 F, à savoir la formalisation, la formation
avant le financement. Présent également, le ministre de la formation professionnelle, Amadou Moustapha Djeksare, a exprimé sa volonté d'accompagner la DER/FJU dans le renforcement des capacités des jeunes entrepreneurs à travers une collaboration étroite entre les deux institutions. ñi nga xam ne ñoom nga soxla dinaa la leen formel jox la nga financer leen ndaxte entrepreneuriat. Pour de nombreux exposants, la FIARA, Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales, représente bien plus qu'un salon, une véritable vitrine pour se faire connaître, tester le marché et développer leurs activités. Une opportunité rendue possible pour beaucoup grâce au soutien financier de la DER/FJU. Ndeiko Ndiaye est la présidente de la Fédération du nanocrédit dans le département de Rufisque. On a beaucoup d'opportunités. Premièrement, la visibilité au niveau du Sénégal, au niveau de l'international. On a eu beaucoup de partenaires lors de ces 22 jours, beaucoup de visites et ça nous a permis d'écouler nos produits et vraiment avoir d'autres potentiels avec beaucoup de partenaires qui sont en phase dans l'agroalimentaire de travailler ensemble avec nous. Mais surtout dans l'agriculture, les techniques d'emballage et vraiment l'écoulement de nos produits au niveau de l'international. La DER/FJU et le ministère de la formation professionnelle ont réaffirmé leur engagement en faveur de l'entrepreneuriat jeune, mais aussi de l'inclusion en annonçant une meilleure prise en charge des personnes en situation de handicap. Direction Linguère, les feux de brousse et le vol de bétail préoccupent les autorités locales qui n'ont pas manqué de sensibiliser les populations lors du lancement de la plateforme citoyenne Meuleukhe Sa Kanam, une initiative du journaliste et enseignant au CESTI Abdou Diaw Ndalla Diop. L'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Yaya a rappelé les populations de cette localité située dans le département de Linguère à prohiber les activités pouvant occasionner des feux de brousse et à plus de vigilance afin de lutter efficacement contre le vol de bétail, des fléaux persistants dans cette zone à vocation pastorale. L'autorité administrative présidait la cérémonie de lancement de la plateforme citoyenne dénommée Meuleukhe Sa Kanam, une initiative portée par le journaliste Abdou Diaw, enseignant-chercheur au Centre d'études des sciences et techniques de l'information. Comme nous sommes dans la zone sylvopastorale, il y a d'abord les feux de brousse qui continuent toujours. Il y a aussi le vol de bétail. Et enfin, il y a l'accueil et l'installation des transhumants qui chaque année posent des problèmes de cohabitation entre éleveurs et agriculteurs. Donc nous comptons beaucoup sur cette plateforme pour trouver des solutions pérennes face à ces situations. Selon le formateur au CESTI, la plateforme citoyenne est un cadre ouvert à toutes les composantes de la communauté pour favoriser l'engagement citoyen et promouvoir des projets structurants. Meuleukhe Sa Kanam se veut un cadre fédérateur de l'ensemble des forces vives de Meuleukhe pour son rayonnement, pour son développement socio-économique. Nous avons quand même des fils et des filles de Meuleukhe qui ont quand même des compétences dans tous les domaines, que ce soit dans l'économie, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'environnement. Et je pense que le moment est venu quand même de se mettre ensemble, de mettre les idées ensemble pour qu'on puisse devenir une force de proposition pour le développement socio-économique de Meuleukhe, en trouvant des projets, en trouvant des partenaires pour le financement des projets au profit des jeunes, au profit des femmes qui sont devenues effectivement des forces motrices. L'initiateur a également annoncé la tenue prochaine d'une assemblée générale constitutive d'un bureau comportant plusieurs commissions, dont une dédiée à la diaspora. Félicitations à notre confrère Abdou Diaw, journaliste et enseignant au CESTI. Fin de ce rendez-vous avec l'actualité sur ITV. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.